Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. La nuit du destin ou encore Laylatul Qadr, c'était dans la nuit de ce lundi, instant religieux qui invite les musulmans au recueillement à la prière, une occasion d'importante introspection pour les fidèles musulmans, assure donc dans ce journal. Et puis pendant cette nuit de haute spiritualité, les jeunes musulmans se sont fait remarquer. Nos équipes de reportage étaient sur les pas de ces jeunes à la recherche des bénédictions de la nuit du destin. Et puis Zinedine Zidane, à son remplaçant le Real de Madrid, communique que Julien Lopetegui sera l'entraîneur de l'équipe première pour les 3 prochaines saisons. Il s'agit d'une nuit bénie symbolisant non seulement la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi un voyage nocturne du prophète jusqu'à la mosquée d'Al-Askar. C'est cela la nuit du destin. Pour commémorer cette tradition religieuse, lundi nuit, les fidèles musulmans se sont rendus dans les différentes mosquées. Abdraman Ba, Ibrahima Sori 5 Soma. Cette nuit est marquée par l'affluence des fidèles musulmans dans les différentes mosquées. Si elle est considérée comme la nuit du destin par certains pratiquants, d'autres continuent les prières nocturnes depuis le 20 du mois saint pour espérer tomber sur Laylatul Qadr, la nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration. En effet, cette nuit, appelée la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin, est une nuit très importante en islam. C'est une nuit qui figure parmi les 10 dernières nuits du mois saint de Ramadan. C'est une nuit dans laquelle le Coran a été révélé. C'est dans la nuit de Laylatul Qadr que le Coran est révélé au prophète, paix et salut sur lui. Cette révélation lui est faite en 3 étapes. Vous savez, le Coran a été révélé en 3 phases. Min Allahi ila lawhil mahfouz, wa min lawhil mahfouz ila sama'i dunya, wa min sama'i dunya ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma'na ila al-ard. Donc le Coran a été révélé globalement de chez Allah tabarak wa ta'ala jusqu'où on appelle sama'u dunya. Ainsi, le Coran a été révélé sur le prophète par rapport aux nécessités, des versets après des versets. La sourate Qadr est spécialement dédiée à cette nuit, remplie de bienfaits et de miséricorde du Seigneur. D'après ce prédicateur, la nuit du destin doit être cherchée dans les 10 derniers jours impairs du mois saint de Ramadan. Donc c'est une nuit très importante en islam. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit de la chercher dans les 10 dernières nuits du mois saint de Ramadan. Et surtout, il nous parle des nuits impaires. Donc cette nuit, Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Qadr, qu'une adoration exaucée dans cette nuit est meilleure par rapport à une adoration exaucée de 1000 mois. L'autre aspect de cette nuit, c'est l'engouement qu'elle suscite chez les jeunes. Nombreux parmi eux abandonnent tout pour prendre d'assaut les mosquées afin d'effectuer des prières. À cette occasion, notre équipe de reportage a sillonné quelques mosquées à la rencontre de ces jeunes musulmans. Mamadou Boy Diallo, Tierno Sadouba. L'Aid el-Fitr ou la nuit du destin célébrée dans les mosquées comme ici à Yimbaya. L'une de ses particularités, la forte affluence des jeunes. Celui-ci lit le Coran et d'autres prient et invoquent le nom de Dieu. Ça fait la fierté de tout musulman qui voit aujourd'hui la jeunesse venir en vague dans les mosquées, dans la soumission, dans l'acceptation des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les jeunes prennent d'assaut les mosquées pour prier en cette nuit est une opportunité pour ces derniers de se rapprocher de leur Seigneur afin d'être guidés vers le bon chemin, indique l'imam ratib de la mosquée de Sangoya. Le Coran a été révélé au prophète durant cette nuit qui vaut 1000 mois de prière. Et voir aujourd'hui les jeunes s'intéresser de plus en plus à cette prière est une bonne chose. Nous les encourageons. À Wanindara, un quartier situé en haute banlieue de la capitale, au-delà des prières, les jeunes sont sur un autre front, celui de la finition des travaux de rénovation de leur mosquée. Nous invitons les personnes de bonne volonté à nous aider pour terminer les travaux de construction de notre mosquée. En tout cas, nous les jeunes, on s'organise dans ce sens. Fini
fut le temps où des personnes âgées étaient beaucoup plus présentes dans les mosquées pour célébrer la nuit du destin. Les jeunes commencent à se faire aussi des places. Il est rappelé aux musulmans que cette nuit du destin est meilleure à 1000 mois de prière. Elle offre aux fidèles qui accomplissent un sincère recueillement, le repentir et l'invocation de voir tous ses péchés expiés. Entre prière, lecture du Saint-Coran, invocation, charité, cette nuit a été mise à profit par le musulman pour implorer la miséricorde divine sur la Guinée. Ouminatou Sidibé commente les images d'Alseni Kamara. À la grande mosquée de Mafanko aussi, la mobilisation a été forte chez les fidèles musulmans. Présent parmi eux, une délégation des affaires religieuses. Ces fidèles ont saisi l'occasion pour demander au Tout-Puissant Allah de répandre sa miséricorde sur la Guinée. Nous avons véhiculé des messages de paix, d'entente, d'unité nationale et surtout prier pour la paix, la quiétude, le développement de ce pays. Et que le nouveau gouvernement dirigé par Dr Kassouri, Premier ministre du gouvernement, disait vraiment la force et tout le pouvoir nécessaire, les moyens pour le bon décollage de notre cher pays, la Guinée. Considérée comme la plus sainte nuit de l'année, Laylatul Qadr n'était célébrée que dans la nuit du 26 au 27 du mois de Ramadan, explique cet imam. Avant, c'était la nuit du 26 Ramadan au 27. Mais maintenant, compte tenu des relations extérieures avec les pays arabes, nous avons découvert par la connaissance, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, que Laylatul Qadr, comme peut dire la nuit du destin, se trouve dans les 10 derniers jours du mois saint de Ramadan. Les fidèles musulmans ont accompli dans la ferveur religieuse leurs prières dans ce quartier de Matam. Et puis, selon la tradition coranique, la nuit du destin serait à rechercher de manière personnelle par les croyants eux-mêmes et se situe dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, un jour impair, une nuit de dévotion à laquelle participent également de nombreux politiques, à l'exemple du leader de l'Union des forces républicaines. Sidia Touré a été reçu dans plus de 3 mosquées de la capitale. Djibril Ba, Mohamed Alucine Kamara était sur ses pas. Sidia Touré commence sa nuit du destin dans la mosquée Fofana. Accompagné par certains cadres de l'UFR, la présence du leader gratifie les musulmans de ces lieux de culte, fortement mobilisés pour une nuit très significative. Cette nuit est une nuit essentielle. C'est la raison pour laquelle nous faisons le tour des mosquées pour saluer non seulement les imams, mais surtout tous les croyants. Le président de l'UFR n'est pas venu pour parler de la politique, mais implorer la grâce de Dieu, faire comme les autres avertis en ces termes. De là, il se dirige avec sa suite à Kaloum. Croyons à Dieu et travaillons à ce que notre destin s'accomplisse au cours de cette nuit par nos prières et que nous préparons demain. La nuit du destin est dans les 10 dernières nuits du mois saint, le Ramadan. Une étape déterminante pour les musulmans qui font des efforts pour l'obtenir. Pour la prière, pour faire la grande prière aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour. Donc on doit se réunir dans la grande mosquée pour bénir non seulement nous, les morts et notre pays. La nuit de lundi à mardi a été ponctuée par des prières. Cet élan s'inscrit à la recherche d'une nuit qui vaut plus de 83 années d'adoration. Sur un tout autre plan, l'activité reste plutôt dominée par les expatriés sénégalais ou encore maliens. La broderie en Guinée, on en parle dans cette édition d'information à l'occasion des préparatifs de la fête de Ramadan. Une immersion de nos équipes dans des ateliers de couture avec Makiso Tierno Sadeba. Connu sous le nom de Touba Couture, l'atelier d'Ibranyang ne désemplit pas. Les clients viennent en grand nombre. Ce qui fait la particularité de cet atelier, c'est la broderie. Ils nous font de bons habits, de bonnes coutures, de taille haute, et de choses satisfaisantes.
Parce que moi, quand il fait mes habits, quand je m'habille, les gens apprécient très bien. On me demande qui a fait mes habits. Il fait pour moi, il fait pour mon mari, il fait pour mes habits. Pour toutes mes copines aussi, c'est Ibrahim Niang qui fait nos habits. Sur perlage, des tissus, de bassins, des robes, tout. Donc nous, on est satisfaits. Au moins une vingtaine d'ouvriers sont derrière les machines en train de coudre. Chaque design de broderie correspond à un tissu. La machine que je suis en train de coudre s'appelle A3. C'est une machine A3, c'est une couture très rare. Bon, ce que je fais là, c'est des sortes de motifs donc qu'on peut former après. Bon, si tu veux, après tu peux le couper pour mettre dans les manches, soit le cou, soit la pagne. Ça peut être pagne travaillée. Bon, ça peut être aussi dans une robe. Ça, c'est genre des motifs de tampons. Ça va dans les robes. On met aussi dans les tailles basses aussi, taille mam, différents modèles. Hein. Il y a beaucoup de gens. Ça peut faire aussi des boubous hommes, grands boubous hommes. C'est ça qui le fait, quoi. Pour le PDG de Touba Couture, nombreux sont ces jeunes Guinéens qui ont déjà fini leur formation au sein de cet atelier. Mais ce qui reste clair, le potentiel est importé du Sénégal. Et il y a d'autres qui sont allés à l'extérieur, qui en bénéficient à profit de leur métier. Et je pense qu'au-delà, j'ai vraiment formé plusieurs jeunes Guinéens. Et je vis encore avec d'autres. Ils sont en train de former encore. Rien que quelques jours de la fête de Ramadan, l'Aïd El Moubarak, les ateliers de couture sont inondés par des clients. Dans un autre registre, le ministre de l'Information et de la Communication était ce week-end dans la région de Boké. Amara Sompari, fils du terroir, est allé rencontrer les différentes communautés de Kakandé au lendemain de son nomination à la tête de ce département par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Reportage, Fode Omar Kamara, Salifou Lifo-Sissé. De Boké à Sogoboli, en passant par la commune urbaine, le ministre de l'Information et de la Communication a rencontré les chefs coutumiers de ces localités. Ce fils de Dakonta, dans la sous-préfecture de Kolaboui, est venu apprendre les traces laissées par ses ancêtres. Partout, Amara Sompari a expliqué à ses pairs le choix de sa personne par le chef de l'État. En ce qui me concerne, j'ai bénéficié d'une promotion très importante, de la confiance du chef de l'État qui m'a fait rentrer au gouvernement de la République de Guinée. Et je pense que je ne pourrais accomplir ma tâche sans le soutien des sages et des doyens de la région de Kakandé. Boké, ville historique et cosmopolite, a été la première préfecture visitée par son nouveau patron de l'information. Un acte salué et apprécié par l'autorité locale. Le ministre a suivi le chemin de la tradition. On dit généralement en Afrique que tout ce que l'on a, c'est grâce aux anciens. C'est bon qu'il ait une promotion, mais c'est aussi mieux qu'ils viennent vers les sages et demander leur bénédiction. Amara Sompari est le troisième ministre natif de Boké et se réjouit de l'hospitalité parentale dans sa préfecture. Je suis très content, je suis surtout satisfait que la mobilisation dans ma région natale est toujours au top niveau. Donc je sais que je peux compter sur le soutien des miens, de mes parents, de mes proches et alliés pour l'accomplissement de ma tâche au service de mon pays. Dans cette délégation ministérielle, on notait la présence du député de Boké. Pour lui, il faut présenter cet acte de chef de l'État aux différentes communautés de Kakandé. Nous avons commencé le matin par la communauté Baga à Kamsa. De Kamsa, nous sommes venus voir la communauté Nalou. Et à Sogoboli, de Sogoboli, on est venu à Kolaboui. On est venu rencontrer le patriarche de Boké. Et ce ministère qui a été confié à Mara, à notre frère, à notre fils, il a lui-même sollicité avant qu'il ne soit dans les graines du Sévin, d'abord saluer ses parents, se mettre à leur disposition pour demander les prêts et les bénédictions. Des prières ont été formulées pour la paix et la cohésion sociale, pour le bonheur du pays. 5 ministres du gouvernement, de nombreux chefs de quartier et de secteur entendent partir en guerre contre les ordures dans la capitale guinéenne. Appuyé par les associations des femmes balayeuses, le gouverneur de la ville de Conakry, en tête de peloton dans ce combat, a annoncé que l'État pourrait bénéficier d'un appui de l'Union européenne pour l'exécution de ce plan d'urgence. Mamadou Sadio Baldé
Amara Alex Silla. Pour une exécution efficace du plan d'urgence lancé par le président de la République, le général Mathurin Bangoura a réuni 5 ministres qui interviennent directement dans ce projet. Ils sont venus donc échanger avec les élus locaux afin de débarrasser Conakry des immondices. Dans un premier temps, environ 13 000 jeunes seront impliqués pour cette phase d'urgence. Cette mesure d'urgence sera appliquée pour 1 mois, mais la pérennisation qui nous concerne tous, que nous voulons tous, ne peut se faire qu'avec l'implication effective des collectivités à la base, notamment des chefs de quartier, des chefs secteurs, et la mobilisation des femmes dans les lieux comme les marchés, pour qu'elles aussi elles puissent se mettre dans la dynamique, pour que d'ici 1 mois, on puisse débarrasser Conakry de tous ces immondices que nous constatons un peu partout. Le ministre de l'Information et de la Communication lance un appel tout aussi urgent. Dans chaque foyer, dans chaque quartier, les gens prennent conscience du danger qu'il y a à polluer notre environnement par les ordures ménagères. Cela va accroître le risque de maladies. Les chefs de quartier et responsables de jeunesse trouvent inappropriées toutes les solutions prises jusque-là visant à assainir la ville. Ils l'ont exprimé de vive voix en faisant entendre leurs propositions. On rentre dans les bureaux, on rentre par là, on sort de l'autre côté parce qu'ils ont entendu le problème d'argent. La solution, c'est dans les quartiers. On a des jeunes là-bas, on a des femmes là-bas. La solution, c'est là-bas. Vous prenez les jeunes ailleurs, ils viennent nettoyer les fosses et après ils passent, qui va faire le suivi après? Mais quand vous identifiez les jeunes dans leur propre quartier, c'est eux qui connaissent mieux les points noirs par secteur et par quartier. L'Union européenne va financer ce projet du plan d'urgence. En attendant, les associations de femmes balayeuses, elles aussi, ont exprimé leur cri de cœur. Les réclamations formulées, les pistes de solutions mises sur table seront étudiées par les différents ministres. En fonction de leur domaine de compétences, ils apporteront des réponses appropriées. Et puis pour être plus complet, Conakry produit actuellement 1200 tonnes d'ordures par jour. Comment l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique s'y prend pour débarrasser la capitale de cet tas d'immondices? Un élément de réponse avec son directeur, Suri Camara. Nous bénéficions aujourd'hui de l'appui de l'Union européenne qui va financer à hauteur de 35 millions l'aménagement des points de regroupement. Ensuite, l'aménagement de la décharge de Kabelin, la décharge qu'on va identifier au niveau de Koya. Ça va être le centre de traitement des déchets, solides. En plus, il y a tout récemment, la Banque islamique de développement va aussi nous apporter son appui à hauteur de 54 millions de dollars pour nous permettre d'acheter les équipements à mettre à la disposition des collectivités. En plus, nous allons avoir des équipements pour pouvoir assurer le transfert des dépôts à la décharge. Mais ce qui est important, ce que nous devons retenir, c'est que quelle que soit l'aide que les partenaires pourront nous apporter, il faudrait que la population elle-même contribue à assainir la ville de Conakry. L'assainissement d'abord est une affaire de chacun et de tous. Et puis dans le même sillage, les jeunes du quartier de Madina se joignent à la lutte contre les ordures à Conakry. Ils ont procédé ce matin au curage des caniveaux dans leur quartier, mais aussi dans le marché de Madina totalement occupé par la boue et les ordures. Mohamed Valectoré, Abakardine Camara. Cette action de lutte contre l'insalubrité a été décidée par les jeunes de Madina en vue de préserver la santé des populations environnantes. Une initiative saluée à sa juste valeur par certains commerçants de Madina. C'est comme ça qu'ils le font chaque année. Chaque fois on est dans le bout comme ça, c'est eux qui s'organisent, ils viennent vers nous, ils proposent à ce qu'on s'entraide pour essayer d'enlever ça. Vraiment on les remercie, on est très rassurés. Donc pour la sécurité aussi ils nous aident. Madina, un centre d'affaires mais impraticable pendant la saison hivernale. La boue et les ordures se dressent sur les voies, une situation qui préoccupe les habitants du quartier. Quand on parle de la santé d'une personne, il faut enlever d'abord les ordures. Parce que quand les ordures sont là et que la population est là, tout le temps nous sommes infectés. Nous sommes infectés de toutes sortes de maladies. Il faudrait vraiment se mettre à pied d'œuvre pour appliquer à la lettre ce qu'on appelle l'assainissement général. Parce qu'on ne peut pas laisser tout à l'État aussi. C'est extrêmement important. Malgré en Guinée, l'État est un peu défaillant dans sa responsabilité.
si l'État prenne vraiment sa responsabilité, quand je dis État, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. L'État, ce n'est pas seulement le professeur Alpha Condé. L'État, c'est l'ensemble de la population guinéenne. Il faudrait qu'on ait vraiment une prise de conscience pour pouvoir vraiment assainir notre pays, notre capitale Conakry. Ils n'ont pas de moyens et ne bénéficient d'aucun appui. À l'aide des pelles et balais, les déchets regroupés sont mis dans un camion qui, à son tour, ira les déverser loin du marché. L'actualité dans le reste du monde, en Afrique, muni de sa canne blanche, il enchaîne les plaidoiries dans les tribunaux de Douala au Cameroun. Janvier Alfred Ngalé, devenu aveugle à l'âge de 3 ans, est le premier avocat non-voyant du Cameroun. Il s'est donné pour mission de faire respecter les droits des personnes handicapées. Janvier a perdu la vue à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, il en a 37 et il est fraîchement diplômé de la faculté de droit de Douala. Un diplôme qui lui a ouvert les portes des tribunaux du Cameroun. Janvier fait désormais partie de l'ordre des avocats du pays. J'ai eu la volonté de devenir avocat, alors ça a été pour moi une passion jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été aveugle depuis l'âge de 3 ans. Mais mon handicap n'a pas été pour moi une fatalité. Comme tous les matins, Janvier prend la route du palais de justice. Équipé d'une canne blanche et d'un ordinateur, il se faufile aisément dans les rues embouteillées, malgré le manque d'équipement pour les personnes handicapées. Pour Janvier, sa vocation d'avocat n'a qu'un seul but, aider les personnes en situation de handicap. Les droits des personnes handicapées au Cameroun, c'est un problème qu'il faut absolument, un problème auquel il faut trouver des solutions. Donc j'estime qu'en devenant avocat, je pourrais être à l'avant-garde pour la défense des droits des personnes vulnérables, précisément les personnes handicapées. Lors des plaidoiries, la cécité de Janvier ne lui permet pas toujours d'assurer une défense aussi efficace qu'il le souhaiterait, car il ne peut étudier rapidement de nouveaux documents remis à la dernière minute en séance. Mais avec son maître de stage, ils ont trouvé une parade, connaître les textes de loi quasiment par cœur. Il est très utile pour notre cabinet parce que cette façon de pouvoir maîtriser les textes est très importante. Même le nouveau code pénal, lorsque vous parlez d'un article sur l'adultère, sur la demande excessive de la dot, il va vous expliquer ça de manière claire et précise. Premier avocat aveugle du Cameroun, Janvier espère susciter des vocations parmi les non-voyants. Dès qu'il prêtera serment, Janvier compte bien ouvrir son propre cabinet. Donald Trump, Kim Jong-un ont affiché leur entente pour tourner la page du passé mardi lors d'un sommet historique qui aboutit à la signature d'un document commun mais sans percée majeure sur l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Les États-Unis garantiront la sécurité de la Corée du Nord tandis que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé son engagement envers une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. 역사적인 이 만남에서 지난 과거를 보고 새로운 출발을 가리는 역사적인 일에 공헌을 하게 됩니다. My meeting with Chairman Kim was honest, direct, and productive. We got to know each other well in a very confined period of time. We're prepared to start a new history, and we're ready to write a new chapter between our nations. À l'Assemblée nationale française, le Premier ministre Édouard Philippe assure que la France est prête à aider l'Espagne pour accueillir des migrants après le refus de l'Italie et de Malte. C'est finalement l'Espagne qui va accueillir les 629 migrants secourus par l'Aquarius en Méditerranée. L'Espagne a indiqué qu'elle était prête à accueillir ce bateau. Nous en sommes heureux. Et je vous dis, monsieur le député, que nous sommes évidemment prêts à aider les autorités espagnoles pour accueillir et pour analyser la situation de ceux qui, sur ce bateau, pourraient vouloir bénéficier notamment
du statut de réfugié. Et puis, comme annoncé dans les titres, le Real de Madrid communique que Julien Lopetegui sera l'entraîneur de l'équipe première pour les 3 prochaines saisons. Julien Lopetegui rejoindra le club après la participation de la sélection espagnole au mondial, après 2 ans à la tête de l'équipe nationale, précise le communiqué du champion d'Europe en titre. C'est donc sur cet élément que se referme Côte fenêtre de cette édition d'information que j'ai eu un réel plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vous, Courrier Bokourma était présent, la régie Lamine Sylvé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kabadé Francis que l'info. Ne l'oubliez pas, c'est aussi sur espace-tv.info. Passez une agréable suite de programmes sur Espace TV, la télé de notre planète.